Bienvenue sur Tsunami IA, le podcast dédié à la déferlante de l'intelligence artificielle. Je suis Dimitri, votre hôte, et avec l'aide de mes assistants IA Josh et Juniper, nous allons naviguer ensemble à travers cet océan de changements technologiques. Si vous aussi vous avez le sentiment que l'IA est un changement majeur sur lequel il faut réfléchir et s'informer, ce podcast est fait pour vous. Nous explorons, nous décryptons et surtout nous essayons de surfer sur cette immense vague de transformation que l'IA apporte à notre société. Durant chaque épisode, nous plongeons dans des sujets d'actualité, nous discuterons parfois avec des experts pour vous donner les outils nécessaires pour embrasser cette révolution. Est-ce que vous êtes prêts à plonger avec moi ? Alors cette semaine, on va parler d'une IA capable de faire de la recherche scientifique seule, de Midjourney qui devient accessible gratuitement et d'OpenAI qui va envahir les entreprises avec son nouveau système. Mais avant tout, avant de commencer cet épisode, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas dans le setup habituel. Alors comme d'habitude, je dis vous pouvez le voir plutôt comme vous pouvez l'entendre pour ceux qui écoutent le podcast. Donc voilà, je suis encore un petit peu en voyage, donc j'ai pris la version un petit peu plus light de mon setup et forcément la qualité du son sera peut-être un petit peu moins bonne que d'habitude. La qualité vidéo aussi, j'ai essayé de m'arranger pour avoir un setup sympa, comme ceux qui sont sur YouTube, vous pourrez le voir, je suis quand même dans un endroit assez sympathique pour enregistrer, et voilà, j'espère que la qualité de l'épisode sera quand même assez bonne. En tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire vos retours sur les épisodes précédents par commentaire, comme ça on pourra en rediscuter, c'est toujours ça qui m'aide aussi à maintenir l'activité sur le podcast. Et n'hésitez pas aussi à laisser un petit commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est ce qui m'aide à faire connaître le podcast et qui m'aide aussi à booster tout ça et à continuer mon activité. Donc sans plus tarder, on va passer à la première news. La première news, elle concerne le déploiement d'un système de reconnaissance faciale dans les stades de la Major League, donc la Major League de baseball aux États-Unis. Et donc ça suscite des inquiétudes chez les défenseurs de la vie privée forcément, puisque il y a même eu des manifestations qui ont eu lieu, notamment au Citi Field à New York, pour dénoncer l'utilisation de cette technologie perçue comme une menace pour la sécurité de la vie privée. Donc en gros, le programme que cette Major League of Baseball essaye d'implémenter, il s'appelle Go Ahead Entry et ça permettrait aux fans qui seraient inscrits dans ce programme de pouvoir accéder à certaines zones du stade. Et ce, du coup, via un système de reconnaissance faciale. Et donc ça, forcément, malgré les assurances que la Ligue apporte en termes de vie privée, ils assurent que forcément, il n'y aura pas de problème sur ce système de biométrie, forcément, ça donne beaucoup d'inquiétude, puisque on se dit que n'importe quelle personne qui rentrera dans le stade pourrait être reconnue, et que derrière, ces données pourraient très bien être utilisées ailleurs. Et en plus de ça, ça reste une entreprise privée, donc qu'est-ce qui se passe si un jour, ils se mettent à perdre ces informations ? Forcément, c'est le genre de choses qui sont assez inquiétantes. Et moi, ça me fait penser aussi à la législation qu'on a en Europe, qui interdit normalement aux entreprises l'usage de biométrie, ce genre de choses-là. Donc aux États-Unis, c'est quelque chose qui est autorisé. Donc on verra si c'est quelque chose qui se répandra ou pas, et si le fait que ça permette des choses assez pratiques, on pourrait imaginer par exemple le fait de pouvoir rentrer dans le stade sans même avoir besoin de ramener son billet, puisque on pourrait directement être reconnu via ce système de biométrie, donc il peut y avoir un côté pratique, le risque qu'on prend d'un point de vue sécurité, est-ce qu'il en vaut la peine ou pas, ça c'est quelque chose qu'il faudra déterminer. Je vous laisserai votre propre avis. Moi personnellement, je pense que j'aimerais pas laisser mes données de biométrie à une entreprise privée, surtout à une ligue qui gère un stade. On ne sait pas derrière à quel point leur système d'information est robuste ou pas, s'ils peuvent se pirater ou non. Et puis pareil, on ne sait pas comment ces données pourront être utilisées par la suite. Donc voilà, c'est pas forcément quelque chose qui attire la confiance. En tout cas, c'est quelque chose qui commence à arriver aux États-Unis. On en avait parlé aussi, je crois qu'il y a 2-3 épisodes, qu'il y avait des expérimentations en cours à Paris sur les stations de métro où il y avait aussi de l'analyse vidéo par intelligence artificielle. Alors on n'était pas sur de la reconnaissance faciale, mais plus de la reconnaissance de comportement, mais n'empêche que c'est des choses qui ont été aussi implémentées en Europe, malgré le fait, encore une fois, et c'est quelque chose que je mettais en avant dans l'épisode, qu'on ait une loi européenne qui est pour but quand même d'interdire ce genre d'usage et d'analyse biométrie par intelligence artificielle. On se retrouvait quand même avec cet usage, en tout cas pour les Jeux Olympiques de Paris, avec comme prétexte le fait qu'il fallait assurer la sécurité pendant les JO. Au final, ils ont implémenté cette expérience dans les stations de métro, qui d'ailleurs est encore en cours et qui va continuer, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'était jusqu'à mars 2025.
Donc on verra un petit peu comment tout ça évoluera, mais ça fait aussi partie des usages de l'intelligence artificielle, et je pense que ça fait partie des usages qu'il faut vraiment surveiller, puisque on peut vraiment atteindre des niveaux de surveillance assez importants avec l'intelligence artificielle. Ensuite, la news suivante nous amène cette fois-ci sur plutôt l'aspect scientifique, avec un laboratoire de l'Université de la Colombie-Britannique qui, en collaboration avec l'Université d'Oxford et la start-up Sakana AI, a développé un scientifique IA capable de produire des recherches scientifiques sans intervention humaine. Et donc, bien que les travaux produits qui comprennent des améliorations mineures d'algorithmes existants, donc c'est pas des recherches qui sont très élaborées, très compliquées, le but c'est juste d'améliorer des algorithmes qui existent déjà, donc c'est pas forcément quelque chose de très révolutionnaire, mais ça représente quand même une avancée significative vers une IA capable d'apprendre et de créer de manière autonome. Et donc forcément, tout le système qu'ils ont monté, il est capable de faire toutes les étapes une par une d'un papier de recherche, en incluant aussi toute la partie expérimentation et génération de papier, et à la fin le papier peut être relu par les personnes qui peuvent ensuite décider de voir si c'est un papier qui peut être publié ou non. Donc le professeur Jeff Clune, qui exerce à l'Université de Colombie-Britannique, explique qu'à l'avenir ces systèmes pourraient concevoir des agents intelligents surpassant ceux conçus par l'humain dans certaines tâches, tout en posant des défis en termes de contrôle et de sécurité. Donc bien que ces IA soient pour l'instant limitées dans leur créativité et leur fiabilité, le potentiel pour le développement des systèmes plus puissants est immense. Ce travail ouvre la voie vers des innovations majeures dans le domaine de l'apprentissage autonome, un outil clé pour le développement de l'IA. Et c'est vrai que c'est quelque chose dont on entend de plus en plus parler. On a été tous impressionnés par, on va dire, l'ère de l'IA générative, avec d'une part la génération d'images, la génération de vidéos, etc., qui continue de progresser de jour en jour, et d'ailleurs on va en parler un petit peu dans cet épisode, mais aussi par la génération de texte avec ChatGPT, tous les large language models qui sont aujourd'hui énormément utilisés, et on se rend compte que maintenant, si on veut passer un petit peu à l'étape suivante, il va sûrement falloir utiliser des modèles de type agent. Donc c'est des modèles qui vont être capables de vraiment avoir des actions, et surtout d'avoir des processus qui leur permettent de savoir s'ils sont en train d'avoir les actions qui vont dans le bon sens ou pas, et d'avoir tout un système de pensée entre guillemets plus complexe, qui leur permettent de découper une action qu'on leur demande en plusieurs sous-étapes plus simples, et de s'assurer que chaque sous-étape est bien exercée, et que il n'y a pas de raté au niveau de toutes ces étapes, et d'avoir un espèce de système plus général qui s'assure que toutes les étapes sont bien suivies une à une, et qui en garde une cohérence le long de toutes ces étapes pour arriver à un résultat final. Et donc voilà, il y a beaucoup d'entreprises qui sont en train de travailler sur ces sujets-là en ce moment même, et je pense que c'est un petit peu l'avenir de l'intelligence artificielle, et que ça va forcément passer par ça, et qu'on sera très content d'avoir ces modèles de type agent quand ils vont arriver, puisqu'ils vont vraiment plus ressembler aux assistants IA tels qu'on pourrait se l'imaginer dans les séries de science-fiction, où on peut vraiment leur demander des tâches complexes, et où ils sont capables justement d'exécuter derrière toutes ces tâches complexes. Ensuite, on a une nouvelle qui concerne OpenAI, qui a fait un contrat avec Condé Nast, et donc ils ont conclu un accord pluriannuel permettant à cette dernière permettant à OpenAI d'utiliser des contenus des publications, notamment les publications du New Yorker, de Vogue, de Vanity Fair, de Wired, donc tous les journaux entre guillemets qui font partie du groupe Condé Nast. Et ces contenus pourront être utilisés dans ChatGPT et dans SearchGPT. Donc SearchGPT, c'est un modèle qui est en train d'être accessible en ce moment à un petit nombre d'utilisateurs, mais qui est en train de devenir de plus en plus accessible. On ne sait pas exactement à combien de personnes il donne l'accès ou pas, mais voilà, il y a de plus en plus de personnes qui commencent à y avoir accès. Il est en phase de test actuellement, et c'est un petit peu le moteur de recherche de ChatGPT, qui a pour but plutôt de concurrencer Perplexity, on va dire, Perplexity AI, qui je pense est le concurrent direct, ou tout simplement Google. Et donc l'idée, c'est de pouvoir lui poser des questions et qu'il fasse vraiment des recherches complexes sur Internet. Aujourd'hui, ChatGPT, il est capable de faire des recherches sur Internet, mais ça reste des recherches qui sont assez en surface, et surtout, il n'est pas capable d'aller chercher différents sites, de collecter plusieurs informations. Donc par exemple, je sais pas moi, si vous demandez à ChatGPT quel est le meilleur coiffeur de Paris,
eh ben, il va se baser sur des contenus de blog, par exemple, qui vont parler du meilleur coiffeur de Paris. Et c'est pas forcément parce que il y a des contenus d'un blog qui vont citer que ce coiffeur est le meilleur que c'est le meilleur coiffeur. Une personne ferait plutôt une recherche peut-être plutôt basée sur les notes, typiquement, que le coiffeur pourrait avoir dans Paris, et sur les avis qu'ils peuvent trouver sur Google. Et ça, typiquement, c'est quelque chose que Perplexity est capable de faire, alors que ChatGPT, pour l'instant, il n'est pas capable de le faire. Et avec SearchGPT, l'idée, c'est qu'il puisse avoir ce genre de type de résultat, et donc pas juste aller chercher des extraits qui viennent d'un article de blog ou d'un site internet, mais plutôt aller plus loin et faire vraiment une recherche globale sur internet et entrecouper des informations pour en ressortir quelque chose d'assez concret. Et donc voilà, ils sont en train de faire cet accord et ça marque une étape importante pour Condé Nast dans l'adaptation aux nouvelles technologies, tout en garantissant l'attribution et la compensation de ses propriétés intellectuelles. Donc le PDG de l'entreprise a souligné que cette collaboration vise à compenser les pertes de revenus liées aux changements technologiques affectant l'industrie des médias. Bien que les termes de l'accord n'aient pas été divulgués, cette initiative s'inscrit dans une tendance où plusieurs entreprises de presse comme The Atlantic ou le Time ont choisi de coopérer avec les géants de l'IA plutôt que de les affronter sur le plan juridique. Et effectivement, ça je pense que c'est assez important, puisque maintenant que certains journaux ont décidé de faire un deal avec OpenAI, ça risque d'être beaucoup plus difficile pour les autres de ne pas faire de deal avec les entreprises comme OpenAI, puisqu'ils risquent de se retrouver un petit peu coupés de cette source de revenus. Et plus ils seront, je pense, plus ils mettront du temps à contractualiser avec des entreprises telles que OpenAI, plus ils risquent en fait d'avoir un mauvais deal entre guillemets. Et là on voit un véritable changement sur ce pan-là, et on verra aussi un petit peu comment tout ça évolue, hein. Mais c'est vrai que pour aujourd'hui, pour les médias, c'est pas forcément simple de trouver un bon business model, et c'est vrai que le système que OpenAI propose avec ce système d'abonnement, peut-être qu'il fera sens, peut-être que plus tard ça fera sens pour OpenAI d'intégrer tout un tas de journaux directement dans leur base de recherche, mais que ce sera peut-être accessible uniquement aux personnes qui auront un certain abonnement. Peut-être qu'il faudra un ChatGPT plus premium qui donnera accès non seulement à ChatGPT+, mais aussi à toute la base de connaissances et tous les articles des journaux qui sont normalement bloqués par des systèmes d'abonnement. Et peut-être que ChatGPT pourra directement avoir accès à tous ces articles, mais uniquement pour les utilisateurs qui paieront un abonnement en plus ou pas, ou peut-être qu'ils l'intégreront directement à l'abonnement actuel. On verra un petit peu comment tout ça se sera intégré. En tout cas, pour l'instant, l'accord a été fait, mais pour l'instant, ChatGPT ne permet pas encore de chercher sur des sites comme Wired ou autres. C'est encore quelque chose qui reste à implémenter. Ensuite, on a une news qui nous vient des États-Unis, dont on parle pas mal en ce moment, forcément, puisque y a un vrai sujet avec l'élection présidentielle qui va avoir lieu cette année, et avec justement l'intelligence artificielle qui est en train de s'initier dans cette élection. Et on a de nouveau un exemple de deepfake qui a été utilisé, et donc cette fois-ci, ça a été utilisé par Donald Trump, qui a partagé sur son propre réseau social qui s'appelle Social Truth des images générées par IA, prétendant à tort que des fans de Taylor Swift, appelés les Swifties, soutiennent sa campagne. Ces images montrent des jeunes femmes portant des t-shirts Swifties for Trump. Une enquête utilisant un outil de détection de deepfakes électoraux a révélé que ces images présentaient des signes clairs de manipulation. Donc forcément, aujourd'hui, on peut encore arriver à reconnaître certaines de ces images assez facilement, surtout si elles ont été faites un peu grossièrement. Je pense que pour l'instant, forcément, le Donald Trump a joué un petit peu sur ce côté-là pour ensuite dire que c'était plutôt de la satire et pas dire que ça avait pour but de tromper les personnes. Mais on ne sait jamais, une fois que ces images elles sont diffusées sur Internet, on ne sait jamais combien de personnes vont vraiment y croire et vont penser que c'est quelque chose de vrai, sans forcément remettre en compte le fait que ce soit des images générées par des intelligences artificielles. En plus, le problème, c'est que là, ça a été publié directement sur le réseau social Social Truth, qui est le réseau social de Donald Trump, et donc forcément aucune censure derrière, aucune vérification, aucun moyen de montrer que c'était des images générées par intelligence artificielle. Et derrière, si ça a repris sous forme de screenshot ou autre sur d'autres réseaux sociaux, c'est pas forcément des choses qui vont être tout de suite visibles. Ou en tout cas, on n'aura pas de façon claire de savoir que ça a été généré par des IA. Et ça c'est un véritable problème, puisqu'on se retrouve après très facilement à pouvoir envoyer des informations liées à des deepfakes. Et pour l'instant, c'est un véritable problème, puisque ça permet de forcément promouvoir des informations qui ne sont pas véritables.
Donc pour l'instant, on n'a pas plus d'infos sur cette histoire. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de savoir que Taylor Swift, elle, n'avait pas soutenu de candidat pour ces élections 2024, et ça n'a pas empêché Donald Trump de s'accaparer en tout cas les fans de l'artiste pour essayer de promouvoir sa campagne. Ensuite, on a une news qui nous vient de la Californie cette fois-ci, où un projet de loi vise à réguler l'intelligence artificielle. Et ce projet, il a été nommé le SB 1047 et il suscite une opposition de pas mal de grandes entreprises technologiques, notamment d'OpenAI, qui craint que les régulateurs les régulations trop strictes n'étouffent l'innovation. La législation propose de limiter les risques majeurs posés par ces technologies, mais après des amendements, elle a été allégée, supprimant par exemple la création d'une nouvelle agence de régulation. Malgré ces changements, la controverse persiste avec des figures influentes qualifiant la loi de bien intentionnée mais mal informée. L'Assemblée californienne devra se prononcer avant la fin du mois d'août, suivi du gouverneur sur cette loi et ses amendements. Donc on verra un petit peu comment tout ça évolue. On a forcément des législations qui sont en train d'apparaître dans tous les pays. On a des choses qui arrivent, notamment en Europe, il y a des choses qui sont maintenant déjà en place. Aux États-Unis, du coup, ils sont aussi en train d'essayer de voir ce qu'ils peuvent faire en termes de régulation, mais forcément, c'est des choses qui sont pas forcément simples encore à faire. C'est difficile d'émettre des règles sur quelque chose qui est encore assez nouveau, et forcément, de leur côté, toutes les grandes entreprises de la tech, OpenAI ou autres, ils essayent d'y aller un petit peu, de freiner un petit peu les gouvernements sur ces législations, parce que forcément ils ont très peur de se retrouver avec des législations qui soient un petit peu trop lourdes, qui les empêchent de faire ce qu'ils ont envie de faire, entre guillemets. Mais en même temps, je pense que voilà, c'est quand même assez important de ne pas les laisser faire un petit peu tout et n'importe quoi. Surtout que c'est des entreprises qui sont en train de gagner énormément d'influence. Donc je pense que c'est quand même intéressant de garder des garde-fous, même si d'un point de vue réglementation, il y a forcément un vrai challenge pour avoir des réglementations qui font sens, alors que l'IA générative, c'est quelque chose d'encore très 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 nouveau. Donc ensuite, on a une news qui concerne cette fois-ci GPT-4o, avec la fonctionnalité de fine-tuning pour le modèle GPT-4o de OpenAI qui a été officiellement lancé. Donc c'est une demande qui avait été fréquemment faite par les développeurs, et cette fonctionnalité, elle permet quoi? Elle permet de personnaliser le modèle en fonction des besoins spécifiques des applications, offrant ainsi de meilleures performances à moindre coût. Les utilisateurs peuvent fine-tuner GPT-4o avec leur propre jeu de données pour ajuster le ton, la structure des réponses ou suivre des instructions complexes, même avec seulement quelques dizaines d'exemples. Et donc ça, c'est disponible jusqu'au 23 septembre, quasiment de façon gratuite, puisqu'on peut bénéficier de 1 million de jetons d'entraînement gratuits par jour. Donc 1 million de tokens, c'est assez conséquent. Ça représente environ, on va dire, 500 000 mots à peu près, plus ou moins, même si c'est compliqué de compter exactement les tokens, mais ça fait un contenu assez conséquent. Et donc, qu'est-ce que c'est que le fine-tuning? Ça permet tout simplement de lui donner des documents de base. Donc, par exemple, on pourrait exporter tout ce qui est dans le site internet Légifrance, donc le site qui donne toute la législation française, lui donner toutes ces informations en termes de données dans ce modèle de fine-tuning, et lui dire que voilà, il faut qu'il réponde uniquement en se basant sur ces infos-là. Et à partir de là, on va avoir un modèle GPT-4o personnalisé qui va aller à chaque fois utiliser ces données-là. C'est un petit peu ce qu'on peut déjà faire aujourd'hui avec le système des GPT, sauf que là, c'est beaucoup plus puissant et beaucoup plus pertinent. Et a priori, les entreprises qui travaillent avec ce système-là arrivent à avoir des très 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 bons résultats. Et donc, je pense que de nombreuses entreprises, vu le montant du fine-tuning, le coût que ça leur représente, vont se lancer dans ce domaine-là. Et surtout des entreprises qui ont peut-être moins de moyens que des très grosses entreprises qui, elles, peuvent avoir leur propre modèle, faire un deal directement avec OpenAI, ou même tout simplement passer par des modèles open source, mais qui vont devoir faire tourner sur certains serveurs, qui vont devoir fine-tuner peut-être de leur côté. Là, avec GPT-4o, c'est très facile d'accès. Et ça va permettre, je pense, de customiser ces modèles. Je vais voir si je trouve le temps de créer un modèle un petit peu à ma sauce pour voir si c'est quelque chose de suffisamment pertinent ou pas. Et voir aussi si c'est quelque chose de facile à faire ou pas. Et je serais curieux d'avoir vos retours si par exemple il y aurait un modèle de GPT qui vous intéresserait sur un domaine un petit peu particulier, et je pourrais essayer de voir si je peux justement essayer d'en fine-tuner un et de le rendre accessible pour voir si ça pourrait être quelque chose d'utile un petit peu.
dans l'activité de chacun. Donc je sais qu'il y a pas mal d'auditeurs par exemple qui font de l'immobilier. Est-ce que ça pourrait pas être intéressant de créer un GPT-4o qui serait par exemple fine-tuné sur le PLU d'une certaine région ou autre, pour ensuite voir si on peut lui poser des questions, voir s'il est suffisamment efficace ou pas. Je regarderai un petit peu de mon côté si c'est quelque chose que j'arrive à faire, et si derrière les résultats sont suffisamment pertinents ou pas, puisqu'on peut le faire avec des GPTs, mais moi je trouve que souvent le résultat des fois il est pas tout le temps parfait, le modèle des fois il a du mal à aller vraiment chercher les données. Des fois on a du mal à avoir un modèle qui est capable de vraiment utiliser toutes les données qu'on lui a données. Et donc là je serais curieux de voir si avec ce système-là on arrive à quelque chose d'un petit peu plus efficace. Ensuite, on a une news qui concerne Luma. Donc Luma Labs, on en avait déjà parlé avec leur modèle de génération de vidéos qui s'appelle Dream Machine. Et donc là ils ont lancé une nouvelle version, la version 1.5. Qui est donc une mise à jour importante de leur modèle. Et donc ça apporte des améliorations notables, notamment en termes de réalisme et en termes de compréhension de prompt, et aussi en termes de génération de texte dans la vidéo, qui a l'air d'être assez bon, et voilà, de garder une bonne cohérence en tout cas sur le texte, ce qui est quelque chose d'assez difficile à faire, que ce soit en génération d'images ou en génération de vidéos. Je trouve quand même moins impressionnant que le modèle Runaway version 3, dont on avait parlé aussi dans les podcasts précédents. Mais voilà, je vous laisserai jeter un petit coup d'œil sur internet, vous chercherez la version 1.5 de ce modèle. Elle permet de faire des choses assez intéressantes. Si vous traînez un petit peu sur X, vous verrez peut-être d'ailleurs des vidéos de personnes qui sont amusées à générer des vidéos avec ce modèle-là. On continue les progrès sur la génération de vidéos, c'est quelque chose qui continue d'avancer. On est encore à un niveau où c'est assez difficile d'avoir des images, des vidéos générées par IA qui sont vraiment réalistes, mais petit à petit c'est en train d'arriver, et le modèle d'OpenAI Sora qui avait impressionné tout le monde n'est toujours pas là, et on se rend compte que petit à petit, même avec des modèles open source, avec des modèles aussi comme Runaway, avec des modèles comme Dream Machine 1.5, on commence à avoir des choses qui sont de plus en plus proches de ce que le modèle Sora était en train de nous montrer. Et donc au final, je me demande si OpenAI vont pas tout simplement perdre un petit peu de l'avance qu'ils avaient, parce qu'ils ont tendance à annoncer les choses très à l'avance, à montrer un petit peu ce qu'ils sont capables de faire en termes de stade de recherche et développement. Et au final, les fonctionnalités finissent par sortir très 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 longtemps après. On a toujours par exemple le modèle de voix d'OpenAI qui était très impressionnant, qui permettait vraiment de discuter avec le modèle d'intelligence artificielle, qui est toujours petit à petit en train de sortir, mais il y a encore très 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 peu de personnes qui ont accès. Donc on verra si ils commencent à lâcher les vannes à la rentrée et puis pendant l'automne, c'est ce qu'ils ont annoncé. Mais voilà, je trouve qu'à chaque fois OpenAI ils ont tendance à annoncer les choses et au final les choses arrivent très longtemps après. Et donc enfin, pour conclure, petite section sur l'IA de la semaine. Donc c'est juste pour vous dire que Midjourney est enfin disponible sur le site internet de Midjourney, et donc plus besoin de passer par Discord, et surtout il est disponible gratuitement pendant les prochaines semaines. Alors on ne sait pas exactement combien de temps ça va durer, mais voilà, si vous voulez tester, pour l'instant vous pouvez tester Midjourney gratuitement, pas besoin de payer quoi que ce soit. Vous allez sur le site internet, vous vous inscrivez, et surtout pas besoin d'utiliser Discord. C'était toujours un petit peu compliqué de passer par Discord. Là vous pouvez passer directement par le site internet de Midjourney, qui est honnêtement plutôt bien foutu, assez simple d'usage et de compréhension. Donc voilà, n'hésitez pas à aller y faire un tour pour générer des images et voir un petit peu ce que ça dit. Et en parallèle de ça, on a aussi le modèle Ideogram 2.0 qui est sorti. Et Ideogram, c'est pareil, c'est un modèle de génération d'images qui est disponible aussi sur internet, et il est disponible gratuitement. Vous pouvez générer quelques images par jour de façon gratuite, et voilà, je pense que c'est aussi pour ça que Midjourney s'est senti un petit peu forcé de faire un plan gratuit. C'est qu'ils ont vraiment des concurrents, notamment avec Ideogram, et maintenant aussi avec tous les modèles open source, notamment Flux, dont on a parlé la semaine dernière, qui est disponible maintenant pour les abonnés premium de Twitter X, et qui est un modèle assez impressionnant et dont la communauté open source est vraiment en train de s'accaparer ce modèle-là. Je suis en train de voir des images générées par ce modèle qui sont de plus en plus impressionnantes. Alors forcément, pour l'instant, c'est pas encore hyper facile d'accès. Ça demande d'installer pas mal de différents outils, ça demande d'utiliser des customisations, ça s'appelle des LoRa en fait, qui vous permettent d'avoir des styles d'images très particuliers quand vous voulez générer des choses par exemple photoréalistes. Mais c'est en train de devenir très impressionnant, et on est en train de s'approcher de quelque chose d'extrêmement réaliste. Donc voilà, c'était tout pour cette semaine. Donc un épisode un petit peu plus court que d'habitude forcément, puisque comme vous le voyez, je suis en plein déplacement. Mais voilà, je voulais quand même vous maintenir informé de l'actualité des IA pour cette semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine dans le setup habituel, et d'ici là, prenez soin de vous. Allez, ciao!